à tous, bienvenue, vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé. Ce soir justement, on va parler de plein de choses, du mal de dos, du grand âge, de médecine nucléaire, de phlébite et vous pouvez nous envoyer toutes vos questions dès maintenant à maquestion@lasantésurtout.com. Et pour vous répondre, nos spécialistes sont avec nous et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Léa Turpin. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes chef de service de médecine nucléaire, médecin nucléaire à l'hôpital Foch. Qu'est-ce que c'est la médecine nucléaire en 2 mots? Comment ça fonctionne? La médecine nucléaire, alors c'est une spécialité qui est assez petite encore, mais qui est en train vraiment de grandir petit à petit. Et on a 2 versants, l'imagerie, TEP scanner, scintigraphie. Donc pour faire simple, c'est le principe inverse de la radio. Au lieu de faire un scanner où on envoie des rayonnements sur le patient pour faire une image, on injecte un radiotraceur, on attend un petit peu et le patient émet des rayonnements et ça va nous permettre de faire une image pour étudier le fonctionnement du corps globalement. Et puis on a un versant thérapie maintenant qui se développe de plus en plus, notamment pour le cancer de la prostate. Et on va en parler tout au long de cette émission. Le docteur Bruno Oquendo est de retour parmi nous après un long voyage au bout du monde. On est ravis de vous retrouver. Bonjour Jessica. Le gériatre, qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur tous les réseaux sociaux, auteur du livre « Mes parents vieillissent » aux éditions Gulliver. Tout à fait. Et vous n'êtes pas venu avec votre livre. Et non, je l'ai oublié, mais il n'est sûrement pas loin, il va peut-être nous rejoindre. Le voir en ce moment même, un magnifique livre que je conseille vraiment à tout le monde. Et on est vraiment content que vous soyez de retour. Le docteur Romain Deblic est de retour également. Et on est ravis que vous soyez là, très en beauté, docteur Moi aussi, Deblic. Merci. Bonjour Jessica. Vous faites des heureuses de l'autre côté du poste. Vous aussi, docteur Oquendo. Docteur Deblic, vous êtes chirurgien vasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Et avec nous également le docteur Véro Razzolo-Nirina. Vous êtes médecin généraliste à Paris. Alors, autant être clair tout de suite. Véro n'est pas ma meilleure amie. Je ne l'appelle pas Véro. Je ne me permettrai pas. Vous ne vous appelez pas Véronique. Véro n'est pas un diminutif. Absolument. Vous appelez vraiment Véro. Absolument. C'est Véro Razzolo-Nirina, d'origine malgache. On doit vous la faire souvent, celle-là, non? Très souvent, depuis petite. C'est vrai? Oui, absolument. Mais voilà, Véro, c'est comme une consonance française, mais malgache. Donc, ça souligne un peu ma double culture. Magnifique. Merci à vous 4 d'être parmi nous. On démarre tout de suite avec une question pour vous. Docteur Deblic, est-ce que vous êtes bien prêt? Oui. C'est Nathalie, 44 ans d'Angers, qui vous dit « Quels sont, ou que sont plutôt, les varices pelviennes et en quoi ça peut être gênant ?» Alors, les varices pelviennes, c'est ce qu'on appelle aussi, par exemple, un syndrome de congestion pelvienne. Et on peut faire le parallèle avec les varices des membres inférieurs. En gros, ça va être des dilatations des veines pelviennes au niveau du petit bassin. Et ces veines pelviennes, elles peuvent engendrer des douleurs chroniques, une espèce de pesanteur au niveau pelvien qui peuvent gêner la vie de la dame et gêner la qualité de vie de la patiente. Donc quand on a un syndrome de congestion pelvienne et donc ces dilatations, on peut être amené, si les symptômes sont trop importants, à les traiter en allant par exemple emboliser, c'est-à-dire en allant dans ces veines et en injectant de la colle de façon à les boucher pour qu'il n'y ait plus ces symptômes liés à ces varices. Mais comment on a ça? Comment on attrape ces varices pelviennes? Alors il n'y a pas vraiment de facteurs déclenchants. Alors il y a c'est plus souvent forcément chez les femmes que chez les hommes. C'est lié aussi à la grossesse. Il y a des facteurs d'hérédité. Ensuite, il peut y avoir certaines variations anatomiques qui peuvent engendrer des varices pelviennes. Quand on a par exemple, après ça devient un petit peu compliqué, quand on a une veine rénale gauche qui va être pincée avec une artère digestive, ça peut créer des varices pelviennes, on appelle ça un nutcracker syndrome. Donc il y a certaines variations anatomiques qui peuvent créer ces varices pelviennes. Relativement plus fréquent que ce qu'on croit. Parfait. Sonia, 42 ans maintenant, elle est à Anglette et elle nous dit « Mon médecin a demandé d'ajouter du beurre et de la crème fraîche aux aliments de ma mère. C'est quoi le but ?» Et ça, c'est une question pour vous. Docteur Bruno Oquendo, je le rappelle, vous êtes gériatre à l'hôpital Charles-Foix d'Ivry-sur-Seine. Du coup, où est-ce qu'on signe? Parce que moi, je veux bien qu'on rajoute de la crème. Ah ouais, voilà, moi aussi, je suis d'accord. Enfin, oui, mais je pense que vous aussi. Ouais. Mais pourquoi du coup alors? Pourquoi certains ont le droit? Pourquoi certains ont cette dérogation? C'est vrai qu'il y a une situation chez la personne âgée, chez le patient âgé qui a une dénutrition lorsqu'elle n'est pas encore sévère. On dit qu'on va enrichir justement ces aliments. Donc, on veut rajouter des calories et des protéines avec une toute petite quantité parce qu'on veut gagner du poids
Et puis également, on veut préserver le muscle. Donc c'est pour ça qu'on va demander de rajouter un peu plus de crème, on va demander de rajouter du fromage râpé, manger un peu plus d'aliments, sauce par exemple. Donc on augmente les calories et les protéines pour lutter contre la dénutrition. Et donc c'est sûrement le cas ici. Et ça marche aussi avec les sucreries ou pas? Alors ça ne marche pas avec les sucreries parce que justement on veut les calories et les protéines en même temps. D'accord, il y a quand même une petite condition alors du coup. Il faut qu'il y ait des protéines derrière. Exactement. Parfait, merci pour cette magnifique réponse. Docteur Léa Turpin, donc je le rappelle, vous êtes chef de service de médecine nucléaire et donc pour vous on a plein de questions, notamment une question de Fatia, 43 ans de Nancy, qui dit « Est-ce que la médecine nucléaire est surtout utilisée pour les cancers ?» Alors oui, c'est vrai que notre principale activité, c'est la TEP, et c'est la TEP pour les patients d'oncologie principalement. Et donc on l'utilise pour le bilan d'extension initiale, donc faire un peu une photo de là où se trouve la maladie à l'état initial, et puis ensuite on peut suivre les patients au fur et à mesure de leur traitement. Mais ça n'est pas que pour l'oncologie, bien sûr, il y a plein de patients qui nous sont adressés pour des problèmes inflammatoires, et puis pour tout ce qui est scintigraphie, donc scintigraphie cardiaque, on fait des épreuves d'effort pour regarder le fonctionnement du cœur, on fait des scintigraphies rénales pour regarder la fonction des reins, scintigraphie thyroïdienne. Et puis, on peut être amené aussi à faire des scintigraphies cérébrales, notamment pour rechercher une maladie de Parkinson, ou faire des TEP cerveau aussi pour tout ce qui est pathologie de type démence, maladie d'Alzheimer et plein d'autres sujets qu'on explore. En fait. Voilà. On peut regarder à peu près tout le corps dès lors qu'on a une molécule qui nous permet d'aller tracer le fonctionnement d'une maladie ou être une cible pour une pathologie. On est en capacité derrière de faire des images. Donc, c'est extrêmement intéressant. Une question maintenant pour Dr Véro Razzolo-Nierina, médecin généraliste à Paris. C'est une question de Fatima, 34 ans, Toulouse, et elle vous dit « Pourquoi ne faut-il pas s'auto-médiquer quand on a mal à la gorge alors qu'on a l'embarras du choix des traitements bien sûr, en pharmacie, en vente libre ?» Effectivement, c'est une très bonne question. Il y a plein de traitements, que ce soit des antidouleurs, mais aussi des anti-inflammatoires. Et c'est à ces anti-inflammatoires auxquels il faut faire attention. Lorsqu'on a mal à la gorge, la plupart du temps, c'est parce qu'on a une infection. Elle peut être bactérienne comme elle peut être virale. Les anti-inflammatoires peuvent quand même être efficaces parce que les virus restent moins longtemps en fait, au niveau de la région oropharyngée, alors que les infections bactériennes sont beaucoup plus à même de se développer plus lentement. Et donc, lorsque l'anti-inflammatoire vient agir sur la bactérie, elle éteint la réaction d'inflammation produite par les globules blancs qui viennent attaquer les bactéries et donc permet ainsi la prolifération des bactéries au niveau de la région oropharyngée et donc la gorge. Et donc on peut faire pire que mieux, aggraver l'infection. Merci beaucoup Véro Razzolo-Nierina pour votre réponse. Non, rassurez-vous, ce n'est pas le moment d'évacuer le plateau. Je vous sens, il faut y aller. Ce n'est pas l'alerte incendie des studios. Non, c'est tout simplement sans la blouse. Sans la blouse, c'est l'occasion de mieux connaître nos spécialistes, forcément, mais sans la blouse. Sans la blouse, mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes sportifs? T'entends? Oui. Oui, je fais un peu de sport aussi. Un peu de sport. Tu fais plus de sport. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Alors, je cours 3 fois par semaine. Ah oui? Oui, à peu près, moi je dirais entre 5 et 10 km. Et un peu de muscu. Voilà. Mais en fait, je pense que je fais moins que toi, en fait, finalement. En fait, à peu près pareil. Ah bon? Vous le faites ensemble? Non. Tous les jours, comme ça. Simultané, certainement. Vous aussi? Vous courez? Moi, je fais de la course à pied, du renforcement musculaire à côté, voilà, pour ne pas me blesser. Ce serait dommage. Bien sûr. Et vous faites des marathons, tout ça? Ça m'est déjà arrivé d'en faire un. En tout cas, j'aimerais bien en refaire bientôt. Et vous? Mais pas en blouse. Pas en blouse, c'est pas pratique. Je peux tenter, mais ça va être encore plus difficile. C'est ça. Docteur Turpin, vous faites du sport? J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait pas mal d'arts martiaux. J'ai commencé là-dessus, de la boxe, le Kalaripayat, c'est un art martial indien. Et puis après, je suis passée par la danse. J'ai fait de la muscu aussi. J'ai fait de la course à pied. Ah oui, c'est varié, dites donc. Et maintenant, je fais du vélo en salle parce que j'ai plus le temps. Docteur Deblic? Actuellement, pas beaucoup, mais d'accord. Non, j'en ai ça fait... ne se voit pas en tout cas. Ah, merci. Non, pas mal de courses à pied un peu plus jeune, Ouais. un peu de sport en salle de fitness, du judo plus jeune, du foot, mais actuellement
Il faut que je lui en mette. C'est ma résolution. La résolution d'avant l'été. Et pourtant, il y a une petite étude qui est sortie, figurez-vous, sur le choix, on va voir si ça se vérifie avec vous, le choix des sports en fonction de la spécialité. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est rigolo. Apparemment, les chirurgiens s'orienteraient plutôt vers des sports de décharge mentale, donc la course, la boxe, ou bien de précision absolue comme le golf. Ça vous inspire ou pas ? L'endurance, oui. Décharge mentale, boxe ou autre, je n'avais pas fait. En même temps, vous n'avez pas l'air très stressé, vous. Non, non, moi je le cache bien alors. C'est vrai. Concernant les médecins généralistes, apparemment, et effectivement, je pense que c'est un peu le cas, ils privilégient les sports de plein air et de longue durée. Donc, effectivement, ça peut être la course, le cyclisme, la randonnée, pour s'échapper de l'enfermement du cabinet. Vous confirmez ? Ah, c'est pas faux, effectivement. Ça fait plaisir de pouvoir un petit peu profiter du grand air quand on peut. Et vous pourriez faire des visites à domicile en courant. Ah ouais, c'est une super idée, ça. À noter pour C'est vrai que les médecins note à généralistes ont du moi-même. mal à aller à domicile. C'est vrai, j'adore Je devrais l'idée. le soumettre à mes confrères, effectivement. Ouais. Très bien. Et les gériatres, mais aussi les psychiatres, apparemment, sont particulièrement sensibles aux activités comme la marche nordique, le tai chi, en cohérence avec, Le patient. avec avec les thérapies qu'ils recommandent justement à leurs petits patients. C'est tout à fait ça. Eh bien, oui, ça fait partie, en tout cas. Enfin, moi, ça me dit bien, mais en soi, voilà. Il y a aussi tout le côté de décharge également, même dans nos métiers de gériatre et de psychiatre également. En tout cas, moi, je sais que je ne vais pas trop embêter l'autre côté du plateau, parce qu'il y a quand même beaucoup d'arts martiaux. Donc, tenez-vous bien. Oui, bien vu. Merci à vous quatre pour votre réponse sans la blouse. Et on revient bien sûr avec vos questions. Vous nous écrivez à tout moment à maquestion@lasantésurtout.com. Une question pour le docteur Deblic, chirurgien vasculaire. Karim, 57 ans de Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'une phlébite ? Alors on en parle beaucoup dans cette émission. Et surtout, quels sont les risques ? Alors effectivement, on entend beaucoup parler du terme et du mot de phlébite, mais qu'est-ce que c'est ? Au final, faut imaginer que c'est un caillot de sang qui va se loger au niveau d'une des veines du membre inférieur. En général, classiquement, on va dire, c'est un caillot de sang au niveau d'une veine du mollet. Alors pas de façon superficielle sous la peau, mais plutôt profond dans les muscles du mollet. Le risque de ce caillot de sang, c'est qu'il peut migrer dans la circulation, donc il va monter vers le cœur jusqu'à la circulation pulmonaire et se loger au niveau de la circulation artérielle pulmonaire. Et là, le risque, c'est qu'il peut créer donc un petit bouchon à ce niveau-là et créer ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est extrêmement grave. Alors, il peut y avoir des embolies pulmonaires plus minimes qui passent un petit peu inaperçues, mais si l'embolie pulmonaire elle est plus massive, ça peut créer des détresses respiratoires ou des arrêts cardio-respiratoires. Donc, il faut à tout prix dépister ces phlébites, ce qu'on appelle aussi des thromboses veineuses profondes, les traiter par des anticoagulants quand on le peut, et surtout, ce qui est très important, c'est de les prévenir. Donc on les prévient avec des traitements anticoagulants de façon préventive, donc qui permet de dissoudre le sang pour qu'il soit un petit peu plus fluide, et aussi alors, plein de mesures hygiéno-diététiques pour lutter contre l'immobilisation, mais ça c'est un vaste sujet, on pourra en parler une autre fois. Non mais nous on boit vos paroles, docteur Deblic, vous pouvez nous parler de phlébite autant que vous voulez. Juste les symptômes, non franchement sérieusement, les symptômes vraiment auxquels il faut être attentif, qu'est-ce qui fait qu'on se dit c'est peut-être une phlébite, là il faut vraiment que j'aille consulter. Ouais, alors il y a les symptômes locaux, donc ça va être en général une douleur au niveau du mollet, avec une rougeur et un œdème, donc la jambe qui va gonfler un petit peu, et en général c'est dans le cadre d'une situation précise ou d'une situation à risque. Alors, si le patient il est immobilisé après une chirurgie orthopédique par exemple, si le patient il a fait par exemple un long vol, un vol long courrier pendant 12 heures, 14 heures, 16 heures sans bouger, sans boire, et qu'il a des facteurs de risque de phlébite, il peut être amené à développer une phlébite. Et aussi, il y a d'autres facteurs de risque et des prédispositions de maladies du sang, par exemple, où on a des problèmes de la coagulation. Bon, il y a plein de facteurs aussi qui peuvent
sans risque D'accord. de phlébite. Donc, dans le doute, on consulte. Exactement. Docteur Véro Razzoloni-Rina, médecin généraliste, Benoît, 55 ans, de Rouen, nous dit « J'ai mal au dos assez régulièrement. Certains amis me conseillent de voir un kiné et d'autres un ostéo. Comment choisir ?» Alors déjà, premièrement, à quel niveau de douleur on se situe? Parce que si c'est une douleur qui est très aiguë, ce n'est pas conseillé d'aller voir ni un kiné, Ouais. ni un ostéo. C'est mais un d'abord médecin. traiter la douleur, éventuellement voir le médecin, mettre le muscle au repos s'il s'agit d'un muscle, le dos, le membre, tout ce que vous voulez, d'abord au repos pendant une période de temps donnée, 1 semaine, 2 semaines, le temps que tout refroidit, si vous voulez. Et après, lorsque le patient a des difficultés à se mobiliser, à ce moment-là, on peut faire un choix d'aller voir soit l'ostéo, soit le kiné. Les deux sont complémentaires. Si vous voulez, grosso modo, l'ostéopathe va venir libérer les tensions en débloquant le dos, par exemple. Mais genre en faisant crac. Alors, c'est Faire pas le le. crack de Alors, je l'ostéo. pense que les ostéopathes seront d'accord avec moi. Ils font pas tous cette manœuvre, mais Ça fait effectivement, peur, c'est la maintenant. plus connue. Ouais. Mais non, ils viennent vraiment libérer les tensions en remettant en équilibre l'ossature ostéo-articulaire et musculaire. Puis, le kiné va venir en complément pour renforcer un peu le tout, pour permettre ainsi à l'équilibre de se maintenir. L'équilibre qui sera réalisé en ostéopathie sera donc renforcé par la musculation, le renforcement musculaire appris ou induit par le kinésithérapeute. Voilà, donc les deux sont complémentaires pour que le patient puisse ainsi gérer ses douleurs. Voilà. Mais dans le doute, vous avez bien fait de le rappeler, le médecin peut-être avant toute chose. Docteur Bruno Oquendo, Simone, 56 ans, de Périgueux, nous dit quels sont les signes de la déshydratation chez un proche âgé, des signes qu'on peut détecter facilement. Alors, je vais vous demander, est-ce que c'est une mise en situation ici? Parce qu'en fait, vous ne le voyez peut-être pas derrière votre écran, mais ici, il y a plein de lumière et il fait un peu chaud. Donc moi, j'ai la sensation de soif qui se déclenche et je vais essayer Un verre d'eau pour le docteur Oquendo de toute urgence. Vite, parce que je me déshydrate. Par contre, chez la personne âgée, eh bien, c'est différent. Ils perdent la sensation de la soif. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours à portée de main, pas comme là, mais à portée de main, on va mettre une bouteille d'eau, un verre d'eau, pour qu'on puisse s'hydrater avant même que les symptômes apparaissent. Alors là où il faut faire très attention, et c'est déjà qu'une possible déshydratation est en cours ou même est avancée, c'est quand il y a une modification du comportement, lorsqu'il y a une fatigue intense qui apparaît, lorsqu'il y a également une agitation ou bien une somnolence qui apparaît. S'il y a une constipation inhabituelle aussi, ça peut jouer. Et puis, on peut regarder aussi sur le visage avec des yeux qui se creusent un peu plus, avec les lèvres qui se gercent, et également eh bien, la langue. On peut regarder la langue, et sur la langue, lorsque les personnes âgées sont déshydratées, mais comme nous aussi, eh bien, ça devient quasiment un relief montagneux. Et oui, il y a des petites crevasses qui se dessinent dessus. Donc on peut aussi regarder la langue. Mais si on veut éviter tout ça, normalement, on n'a pas à regarder ces signes. Il faut boire toute la journée, régulièrement, lorsqu'il fait chaud, et inciter à boire, donc avoir toujours de l'eau à côté de soi. Et donc pour les personnes âgées, c'est 1,5 litre par jour aussi, ou là, il faut que ce soit un peu plus? Alors, normalement, on dit 2 à 2,5 litres. Ah oui, carrément plus alors. Oui. Et ça, c'est spécifique aux personnes âgées? Alors, non, c'est aussi pour la personne adulte, mais il faut savoir que au moins la moitié, généralement, passe par l'alimentation. Puisqu'en fait, on va consommer des fruits, des légumes et plein d'autres choses qui vont nous apporter de l'eau. Merci pour cette réponse bien complète et magnifique, docteur Oquendo. Et on continue de parler médecine nucléaire. N'oubliez pas, vous pouvez nous adresser vos questions. maquestion@lasantésurtout.com. Docteur Léa Turpin, c'est Charles, 40 ans, de Paris, qui vous dit « Ma mère a un nodule dans les poumons. Elle doit faire une TEP FDG. Quels sont vos conseils pour bien se préparer ?» Et un petit mot peut-être sur la TEP. Oui, alors la TEP FDG, c'est l'examen qu'on fait le plus fréquemment. Justement, on parlait des cancers tout à l'heure,
Pour l'indication du cancer, en général, c'est la TEP-FDG qui est l'examen qui est le plus prescrit. Dans le cadre d'un nodule pulmonaire, donc là, on ne sait pas tout à fait s'il y a déjà eu une biopsie, si on sait que c'est un cancer ou si c'est une exploration de nodule dont on ne sait pas trop quoi faire. Des fois, on peut se demander s'il y a une fixation et donc s'il y a une activité inhabituelle des cellules au niveau de ce nodule. Et donc, on va faire un bilan par TEP pour justement observer la fixation du nodule. Alors, une fixation sur un nodule pulmonaire, quand on ne sait pas ce qu'il y a comme cellule à l'intérieur, c'est assez peu spécifique. Ça peut être aussi bien de l'infection, comme du cancer, comme une infection de type tuberculose ou autre. Et donc, il faut quand même se méfier. Une fixation ne signifie pas un cancer. Donc derrière, la vraie preuve, c'est quand on va biopsier, quand on va mettre une aiguille dans la lésion pour aller regarder les cellules et regarder si ce sont des cellules cancéreuses ou non. Mais ça permet aussi de regarder éventuellement des lésions à distance pour rechercher ce qu'on appelle des métastases, donc si la maladie est allée à d'autres endroits du corps, en dehors du poumon, et ça permet ensuite de proposer un traitement adapté. Et donc, il y a des petites choses à faire pour bien se préparer à cet examen? Oui, exactement. Donc, on en parlait tout à l'heure, ne pas être déshydraté, puisque le produit est éliminé par les reins. Donc, c'est important de bien boire avant et après l'examen. Et puis, être à jeun, c'est extrêmement important, puisque le FDG, c'est un sucre qui est radiomarqué. Et donc, si on a déjà les cellules qui sont pleines de sucre, elles ne vont pas aller absorber le produit qu'on va leur donner. Et on ne sera pas en capacité d'observer une image de qualité. Et qu'est-ce que ça apporte à la prise en charge des patients, tous ces examens de médecine nucléaire? C'est quoi le plus par rapport à tout ce qui existe déjà? Alors c'est complémentaire à tout ce qu'on peut faire en imagerie classique, on va dire, type scanner, radio, IRM. Nous, ce qu'on regarde, c'est pas uniquement la morphologie, comme le fait le scanner ou l'IRM, mais l'activité des cellules. Donc j'en ai déjà un peu parlé. Les cellules qui ne fonctionnent pas normalement consomment trop de sucre. Et donc nous, en donnant un sucre marqué, on va aller regarder et faire comme un zoom sur des zones du corps qui consomment inhabituellement du sucre, pour une raison ou une autre, qu'on pourra explorer éventuellement par d'autres examens aussi. La dernière question pour le docteur Deblic nous vient de Montauban. Hélène, 48 ans, elle nous dit on dit souvent qu'il ne faut pas opérer les varices l'été. Est-ce qu'il y a des risques ou est-ce une idée reçue? Alors, très bonne question de Hélène, parce que moi j'ai très souvent des patients qui arrivent en consultation en me disant de toute façon, docteur, on n'opère pas les varices l'été. Alors, c'est pas complètement vrai ou complètement faux. Il n'y a pas de contre-indication technique ou formelle à faire une chirurgie des varices en période estivale. Surtout que maintenant, avec toutes les techniques modernes de radiofréquence, de laser, il n'y a plus de grande ouverture ou de grand stripping de la veine qui faisait qu'on avait des hématomes ou autres après l'intervention. Mais il faut savoir qu'après une intervention, on va porter souvent des bas de contention pendant 15 jours, 3 semaines. Donc c'est sûr qu'après avoir fait une intervention l'été, quand il fait 30 à 35 degrés dehors, c'est pas très agréable de porter des collants de contention pendant 3 semaines. D'accord, c'est juste ça en fait la raison. Il y a une deuxième raison voilà. aussi. La deuxième raison est, malgré ces procédures qui sont vraiment micro-invasives, il y a quand même des petites micro-incisions de quelques millimètres au niveau de la peau. Et donc ces micro-incisions, il ne faut pas les mettre au soleil pendant un certain temps. Il ne faut pas non plus aller à la plage et se baigner ou aller à la piscine pendant quelques semaines. Et il faut éviter l'exposition solaire pour éviter aussi de marquer à certaines zones au niveau de la peau. Donc la période estivale n'est pas la meilleure période pour se faire opérer. Et les gens en été préfèrent en général partir en vacances et s'exposer au soleil plutôt que de se faire opérer. Du coup, l'hiver, vous êtes débordé et l'été, vous vous ennuyez, non? Voilà, l'été, on s'occupe des autres patients. Ceux qui ne sont pas partis en vacances et qui ont des problèmes artériels. Allez, Nathalie, 53 ans, Mâcon, est-ce qu'il y a un dépistage des troubles cognitifs qu'on peut faire à domicile avec ses parents? Ça, c'est vrai, c'est une question même moi, qu'on me pose souvent. Et j'attendais de vous voir, docteur Oquendo, pour avoir la réponse. C'est vrai que c'est une très bonne question. Alors, il n'y a pas encore de service de livraison pour diagnostiquer un trouble neurocognitif majeur comme la maladie d'Alzheimer. En fait, la réponse, ça serait plutôt non. On ne peut pas leur faire des petits tests? Parce qu'en réalité, pour pouvoir faire les tests correctement et pouvoir les interpréter correctement, il faut être formé à ces tests. Et donc, effectivement, on pourrait, vous imaginez le stress que ça peut être si jamais on fait le test et on dit « Oh, mon Dieu,
mais en fait, elle a des troubles cognitifs. Voilà, alors que pas du tout, Ouais. c'est parce que le test n'est pas fait exactement comme ça, on ne compte pas exactement les points comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un relais, et qui est toujours le premier relais, c'est celui du médecin généraliste. Et ça, c'est important, parce que lui, il peut faire les premiers tests de screening, des tests comme par exemple le Minicode ou le Codex, qui durent quelques minutes, et qui permettent d'orienter, même des tests un peu plus complexes, comme le MMSE ou MOCA, mais en tout cas, il va pouvoir dire « Ah, il y a quelque chose à creuser ». Et là, il va pouvoir vous orienter vers des consultations mémoire, des hôpitaux de jour mémoire, que ce soit avec un neurologue ou avec un gériatre, parce que ça ne se pose pas à la légère, ce genre de diagnostic, surtout qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Donc si on vous met un jour dans le dossier, il y a une maladie d'Alzheimer alors que c'était une dépression, par exemple, eh bien cette étiquette de maladie d'Alzheimer, elle ne va pas sortir de votre dossier. Enfin, personne n'osera l'enlever. Donc c'est important que ça soit bien posé et clairement posé. Merci. Je perds mes cheveux alors qu'a priori je suis en bonne santé. Mon pharmacien me propose souvent des compléments alimentaires. Est-ce vraiment utile? C'est une question de Valérie, 52 ans, Strasbourg, pour vous, docteur Véro Razzolo-Nirina. Il faut savoir qu'on a à peu près 50 à 100 cheveux de perdus par jour et on a à peu près une centaine de milliers de cheveux au niveau de notre tête. Donc si on perd un petit peu de cheveux sur la brosse, ce n'est pas très alarmant. Là où on peut se poser la question, c'est lorsque notre cuir chevelu commence à devenir clairsemé ou si le lavabo est entièrement rempli de cheveux. À ce moment-là, c'est une bonne idée d'aller consulter son pharmacien, effectivement, mais qui plus est d'aller voir son médecin afin de pouvoir réfléchir à faire un bilan un peu plus approfondi. Ça peut être un manque de nutriments, un manque de magnésium, un manque de zinc. À ce moment-là, en discuter avec son médecin peut s'avérer utile. Mais ça peut cacher des maladies aussi? Oui, alors pas forcément que des maladies, mais ça peut aussi masquer ou exprimer une période de la vie qui aurait été stressante, par exemple, ou une période de la vie normale, comme le postpartum, comme la ménopause, comme d'autres types de maladies, mais dans ces cas-là, à ce moment-là, plutôt approfondir avec son médecin. Et les études de médecine aussi. Les études de médecine peuvent être... Ça rend du coup... D'accord avec vous. C'est vrai? Ça va. Ah oui, quand même. On perd ses cheveux quand on fait médecine? Moi, j'ai eu l'impression. Ah oui? On entend mal. Et pourtant, vous n'êtes pas chauves tous les quatre. Donc finalement, ça va, vous tenez le coup. Ça repousse. Oui, ça repousse, ouais, c'est ça. Et la toute dernière question, elle est pour vous, docteur Léa Turpin, médecin nucléaire, Hervé, 62 ans de Pau. J'ai entendu parler de la TEP-PSMA. Est-ce la même chose que la TEP-FDG dont on a parlé tout à l'heure? Alors non, la TEP-FDG, c'est un type d'examen qu'on fait en général pour beaucoup de cancers qui consomment beaucoup de sucre, ce qui est la majorité des cas de tous les cancers. Mais le cancer de la prostate n'aime pas trop le sucre et donc on utilise un autre type de traceur, la TEP-PSMA. Le PSMA, c'est une petite protéine qui est surexprimée à la surface des cellules cancéreuses du cancer de la prostate et donc ça permet d'étudier plus spécifiquement cette maladie. Très bien. Clair, net, efficace, précis. Bravo, bravo, docteur Léa Turpin. Et on termine cette émission avec notre quiz. Le soir, on se met devant une série et là, c'est le drame, du moins pour certains. Comment s'appelle ce comportement addictif qui consiste à regarder les épisodes les uns à la suite des autres au détriment de son sommeil? Docteur Deblic, ça vous parle? Vous êtes dans ce genre-là ou pas? Ah ouais, j'ai l'impression, ouais. Oui, ça arrive. Eh bien, ça porte un nom. Alors, vous avez 3 possibilités. Le binge watching, le sleep scrolling ou le stream jumping. Est-ce que vous avez une petite idée? C'est le binge watching. Numéro 1. Facile. Vous êtes d'accord, docteur Turpin? Tout le monde est d'accord? Trop facile, évidemment. Le binge watching. C'est difficile à dire par contre. Vous savez ce que ça veut dire? Regarder beaucoup, Très bien. à outrance. Engloutir un peu, c'est un peu de avaler, engloutir comme ça. Oui, c'est ça. Le binger, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation. Exactement. Ou de Exactement. l'alcool. Ou l'alcool. Drinking. Effectivement, on voit ça beaucoup hélas aussi. beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, figurez-vous que l'Institut national du sommeil et de la vigilance nous dit que ce comportement retarde l'heure du coucher d'environ 1 heure en moyenne, en plus de bloquer la sécrétion de mélatonine, donc c'est l'hormone du sommeil, à cause de la lumière bleue des écrans.
Donc soyez prudent quand même, docteur Deblic. Déconnez pas jusqu'à 4h du matin à regarder des séries, quoi. Promis. Après, on prend des compléments en mélatonine. Non Voilà, exactement, du coup. Exactement. Après, on va voir le docteur. Alimentaire. Voilà, et puis après, on s'en sort On plus. perd nos cheveux, voilà. À part le docteur Deblic, qui a tendance à enchaîner les épisodes et à ne pas Tous avoir... les épisodes de la santé surtout. Ah ouais. En fait, Ouais. dans la suite des autres. Ah, vous êtes accro déjà, ouais. Non, vous êtes plutôt raisonnable. Vous fixez une heure de coucher le soir, vous vous dites, bon là, allez, il faut que j'y aille. Pour être honnête, c'est difficile. Hein. Ah, C'est difficile de se fixer une heure stricte de coucher. Moi, je dirais entre 22h et 23h30. C'est une très grosse fourchette, non? oui, c'est une très grosse fourchette. Et vous, docteur Turpin, à partir de quelle heure il faut vraiment plus vous appeler le soir au téléphone? Moi, je suis plutôt une couche tard, une lève tôt, je dors pas beaucoup. J'ai Ah la oui chance d'être petite dormeuse. Et surtout, vous avez la chance d'avoir bonne mine malgré tout ça. Peut-être pas tellement au niveau des cernes, mais en tout cas, voilà, je dors pas énormément. Mais c'est pas à cause de la télé, parce que je regarde pas de séries, j'ai jamais trop aimé ça, mais j'ai toujours beaucoup de trucs à faire et j'ai du mal à m'arrêter le soir aussi. Parfait. Merci beaucoup à vous quatre pour votre participation à cette émission, pour vos réponses aux questions de nos téléspectateurs. Merci à vous d'avoir posé vos questions. Vous pouvez continuer d'ailleurs ma question @lasantésurtout.com. À bientôt et n'oubliez pas... La santé La santé surtout. surtout. Ah, pas mal, pas mal. Faudra répéter pour la prochaine fois. Vous Hein. avez pas